Autour de la table, Hélène Rouet, bonsoir. Bonsoir Pierre. Journaliste au Journal du Dimanche. Bonsoir Jean-Claude Dacier. Bonsoir. Chroniqueur politique. Bonsoir Frédéric Michel. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et merci d'être à nouveau en ligne avec nous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Vous connaissez, comme je le disais, tristement bien sûr, évidemment, ce dossier de la disparition du petit Émile, puisque vous avez été, j'allais dire, sur place dès le début, dès ce 8 juillet 2023, les jours qui ont suivi et les mois et les semaines qui ont suivi, évidemment, avec les différents développements qu'il y a eu autour de cette affaire. Terrible, terrible. Pourquoi ? Parce que il y a eu beaucoup d'opacité et beaucoup de difficultés à savoir. D'aujourd'hui, on ne sait toujours pas d'ailleurs. Comment dirais-je, la nouveauté d'aujourd'hui, c'est que les grands-parents du petit Émile demandent des investigations complémentaires. On l'a vu tout à l'heure dans le journal de 19h, Frédéric. C'est-à-dire qu'ils sont revenus au Haut-Vernay, ce lieu de vacances pour eux, ce village de moyenne montagne dans les Alpes de Haute-Provence. Et ils se sont dit, peut-être, Frédéric, qu'il y avait des trous dans la raquette, il y avait des pistes qui n'avaient pas été encore explorées. Oui, ils sont retournés au Vernet avec leurs avocats, avec certains de leurs enfants, pour confronter sur le terrain les éléments du dossier, car ils sont partie civile et désormais, depuis quelques semaines, ils ont le dossier en main, ils ont pris des notes, des photos, un drone a même été utilisé, et s'il salue, me disait maître Julien Pinelli, l'avocat de la grand-mère maternelle d'Émile, s'il salue le travail des gendarmes enquêteurs, il demande des précisions et des actes concrets, notamment aux deux juges d'instruction qui sont saisis du dossier. Est-ce qu'on sait ce qu'ils demandent exactement ? Alors, il demande un ensemble de choses. Il demande d'abord que l'on aille vérifier à nouveau des lieux, des endroits qui, selon eux, n'ont peut-être pas été suffisamment explorés. Certains pas du tout. Donc ça se situe dans le Haut-Vernay. On pense aux maisons. On pense aussi, il y a plusieurs hangars agricoles qui soient en activité ou non, ou laissés en déshérence. Donc il demande déjà qu'il y ait ce travail de fait, qu'on utilise aussi peut-être le Blue Star. Vous savez, c'est ce produit qui permet de révéler notamment des traces de sang. Il faut une quantité importante et peut-être une zone un peu plus poreuse, c'est-à-dire que le sang sur un véhicule bien nettoyé peut être effacé, mais sur certains terrains, on retrouve des traces. Et il demande aussi que l'on pratique, alors il demande, c'est-à-dire qu'il propose, il trouve que ce serait intéressant de pratiquer peut-être des tests ADN sur des personnes qui fréquentaient le Haut-Vernay ou qui habitent le Haut-Vernay. Oui. Hélène Rouet a une question pour vous du JDD. Hélène. Oui, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des pistes qui sont aujourd'hui complètement écartées ? Je sais qu'on parlait parfois de Émile qui partait tout seul, ou alors d'un engin agricole ou d'un potentiel véhicule. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des pistes qui sont complètement écartées par les enquêteurs ? Alors, on sait que Émile n'est pas parti tout seul et s'est perdu et il est mort parce qu'il s'est perdu. Ça, on le sait, puisqu'il y a eu une intervention humaine, puisque le procureur l'a révélé. Il y a eu un choc violent à la tête. Ça, on l'a pu le voir avec les ossements, hein, notamment qui ont été recueillis un an après la disparition du petit garçon. Exactement. Retrouvé sur un terrain, un chemin de terre, mais en plein milieu du chemin. D'ailleurs, là aussi, le rôdeur. Le rôdeur, on en a parlé. Il faut quand même dire qu'on est dans un coin où il faut connaître ce haut hameau du Haut-Vernay. On n'y va pas par hasard. Il y a un petit chemin par lequel on peut repartir, mais il faut vraiment connaître l'endroit. Et ce serait un hasard total. Mais la piste n'est pas écartée. Et c'est pour cela que le travail sur la téléphonie est important. Mais toutes les pistes, c'est vrai qu'on se focalise sur la piste familiale. D'ailleurs, le procureur, lorsque les gardes à vue ont été levés des 4 membres de la famille, les grands-parents, l'oncle, enfin un oncle et une tante d'Émile, toutes les pistes sont explorées, y compris encore celle de la famille. Il y a une dernière question que je voulais vous poser, Frédéric Michel, c'est, vous parlez du
du contexte familial. Pour ceux qui n'ont pas complètement bien suivi l'affaire, quand on dit les oncles et tantes du petit Émile, Émile, il a 2 ans et demi quand il disparaît. Ça veut dire que notamment la tante et l'oncle qui avaient été mis en garde à vue, ils étaient à peine majeurs à l'époque, c'est-à-dire qu'ils avaient 17-18 ans. Hein. Exactement, tout juste. Et d'ailleurs, c'est une fratrie de 10 enfants et ils ont des écarts d'âge de 2-3 ans. Émile lui-même, en fait, avait donc ses oncles et tantes étaient avec eux en vacances, ce qui est tout à fait naturel. C'était une famille rassemblée dans leur résidence secondaire. Et c'est vrai que certains, si on parle de pistes, vous parliez de pistes, on peut imaginer le drame familial, c'est-à-dire l'accident des enfants qui jouent, mais toutes ces pistes sont étudiées par la justice. Il y a ces 2 vélos qui ont été saisis il y a quelques semaines dans cette résidence secondaire, vélos qu'utilisait Maximin, donc l'un des oncles d'Émile, et c'est cet oncle qui a été placé en garde à vue il y a près d'1 an. Qui aujourd'hui a 19 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Qui a aujourd'hui, voilà, 19 ans, 20 ans, donc Maximin. Et c'est vrai qu'on va essayer de voir s'il y a des traces sur ce vélo, des traces de choc, de sang, mais ça paraît quand même très compliqué. Alors oui, tout est ouvert et c'est pour cela aussi que la famille aujourd'hui qui trouve naturel que la piste familiale soit évidemment étudiée, mais la famille demande aussi à ce qu'on aille voir peut-être d'autres pistes et peut-être des zones que l'on n'a pas encore totalement explorées. Eh bien, nous suivrons ça avec vous comme d'habitude, Frédéric Michel. Merci infiniment. Vous étiez en direct de Nice et vous suivez bien sûr ce dossier du petit Émile pour Europe 1, 20h21 sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. Hélène Rouet, c'est quelque chose que vous avez suivi bien sûr au JDD. C'est une affaire, j'allais dire, tentaculaire. À la fois, c'est un espèce d'immense cluedo parce qu'il y a cette famille qu'on sait très pratiquante, très catholique, avec beaucoup de tabous, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses et puis une pudeur familiale aussi qu'on peut comprendre. On voulait absolument pas que comment dirais-je, que les journalistes s'immiscent, qui sont arrivés évidemment par tonneaux entiers dans ce petit village. Ouais. Frédéric a dit tout à l'heure, on n'y arrive pas par hasard. C'est une boucle, hein, c'est-à-dire qu'il y a une route qui fait une sorte de boucle et il n'y a pas d'autre route. Donc c'est un petit vase clos, c'est un petit théâtre dans lequel on essaye de trouver des pistes totalement infimes en fait. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on pourrait aussi faire une comparaison avec l'affaire Grégory. C'est vrai qu'on parle d'un petit garçon, une piste familiale qui est parfois privilégiée dans un village où tout le monde se connaît. C'est vrai que c'est curieux. Et puis voilà, nous sommes quand même aujourd'hui 2 ans après. On n'a absolument pas la réponse, sans parler de toutes les choses relativement bizarres qui se sont intégrées dans cette histoire. C'est vrai que quand on voit la randonneuse qui trouve effectivement les ossements après 9 mois à 1,7 km de l'endroit où il a disparu, on se dit mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, à moins de 2 km, avec je veux dire, on a déjà qui était encore à un autre endroit. C'est ça. Oui. On a déjà tout fouillé, on a déjà tout vu. C'est quand même très curieux. Il y a également eu le suicide du prêtre qui a baptisé Émile. Pareil. Je veux dire, et donc en fait, cette histoire a exactement les mêmes ingrédients. Alors, je vais même aller encore plus loin, à les mêmes ingrédients que l'histoire du petit Grégory qui fascine tant la France encore aujourd'hui. Dont on n'a toujours pas l'explication. Dont on n'a évidemment toujours pas l'explication. Et je dirais même, ça va encore même plus loin, parce que même la famille dans sa propre chair, a dû traverser une période médiatique absolument horrible. Je rappelle quand même qu'il y a un certain nombre de médias qui sont tout de suite allés sur le côté messe en latin, cathoréaque, et en fait qui sont tombés sur cette famille pour ces raisons-là, ce qui est un véritable scandale. Et on sait, bon, le petit Grégory c'était encore autre chose, mais c'est vrai que la souffrance des parents, précisément à cause des médias, avait été tellement folle aussi. C'est vrai qu'on trouve des similitudes entre ces deux histoires, et donc on se demande, est-ce qu'on saura un jour la vérité aussi ? Jean-Claude et moi pourrons témoigner parce que vous êtes trop jeune, mais à l'époque, pour le petit Grégory, là c'était le côté catho, pratiquant, réac, etc. À l'époque du petit Grégory, je parle sous votre contrôle Jean-Claude, c'était, j'allais dire, c'est les sans-dents pour reprendre l'expression de François Hollande, mais c'était le coin pourri de France, où il n'y avait que des gens illettrés, un mépris absolu de ces populations. Souvenez-vous de Christine Villeneuve. On est encore aujourd'hui certains de rien.
Et Ça, bien pas sûr. davantage dans cette affaire du petit Émile. Mm. Je pensais une seconde que la piste accidentelle pouvait en réalité se présenter, mais j'avais oublié l'essentiel. Ouais. C'est qu'il y a quelqu'un qui a quand même recueilli ce qu'il restait de ce pauvre enfant et l'a amené à quelque endroit, puis ensuite a prévenu les forces de l'ordre. C'est terrifiant, parce qu'on arrive... On a souvent des intuitions qui sont parfois fausses. Mais là, honnêtement, moi, je me mets à la place des enquêteurs, ça ne doit pas être un travail facile. Non, mais en plus, c'est-à-dire qu'on nous met, entre guillemets, sous la dent, ou sous la dent des enquêteurs Ouais. plutôt, Ouais. des petits indices qui sont sordides. C'est-à-dire que, par exemple, Bien sûr. certains, si vous lisez certains articles, on vous explique que la personne dont on a parlé avec Frédéric Michel, l'oncle du petit Émile qui aujourd'hui a 19-20 ans, s'appelle Maximin. Bon, après, on sait que la messe des funérailles a lieu à l'église Saint-Maximin. Alors tout de suite, on tombe dessus en disant, vous voyez bien, et c'est j'allais dire, le réflexe des journaux à papier glacé qu'on trouve notamment outre-Manche, qui sont capables de titrer en disant, ça y est, on sait. C'est vrai. Et c'est terrible parce qu'on on ne sait, en fait, on ne sait rien. Non. Et on ne sait pas plus sur l'affaire Grégory, qu'on ne sait pas plus sur la disparition d'Agnès Leroux, qu'on ne sait pas plus sur des tas de cold cases qui aujourd'hui sont Chacun encore y va de sa théorie, mais oui, bien sûr, il faut pas oublier que c'est vrai qu'il y a quand même un petit garçon qui est mort là-dedans. Ouais. Et puis il y a des souffrances des familles, hein, Jean-Claude. Absolument. Oui, je regardais les quelques images qui ont été tournées aujourd'hui, je pense. Elles ont le sentiment d'avoir dominé leur peine et la tragédie qu'elles ont vaincue, mais tout de même, c'est absolument terrible d'avoir aucune réponse à la mort d'un enfant qui, on le sait aujourd'hui, est mort d'une façon probablement tragique. J'avais oublié le suicide du curé. Oui, tout à fait. Qui a baptisé Émile, en l'occurrence. Dites-moi un peu, là, j'ai oublié ça. Alors, il s'est suicidé, de ce qu'on sait. Il avait laissé une lettre à sa sœur. Il avait notamment évoqué une certaine altercation avec le grand-père d'Émile, parce qu'il lui avait reproché de donner une certaine photo à des journalistes. Encore une fois, c'est comme dans l'affaire Grégory, c'est curieux. Ça prouve rien, mais... Ça prouve rien, voilà, mais c'est curieux. Et pour rappeler quand même aux Ça, auditeurs, c'est vrai que là, ce que les grands-parents font en demandant des fouilles approfondies, pareil, on peut se poser des questions. Parce que c'est vrai que des fouilles 2 ans et demi après, on se dit toujours, bon, alors oui, bien sûr, mais à quoi ça Frédéric sert? Michel me rappelait tout à l'heure, puisque nous sommes parlé bien sûr en préparant cette émission, il me disait l'ADN c'est 50 ans, c'est-à-dire qu'on peut retrouver, je lui disais, bah oui, mais alors le vélo, le fameux vélo de celui qui appartenait ou qui était utilisé la plupart du temps par Maximin, bah si on retrouve une tasse de champ, mais en fait oui, on peut retrouver un tout petit... Et la police aujourd'hui scientifique, avec les moyens qu'elle a aujourd'hui, ça n'a rien en commun qu'avec la police de 1981, bien sûr, avec l'affaire du petit Grégory. Non, c'est pas 81, c'est plus tard, 84. 16 octobre 84. 16 octobre 84. Allez. C'est donc aujourd'hui, on a quand même plus de ce qui y a d'assez j'allais dire disruptif ou en tout cas étonnant peut-être, c'est que la demande vienne des grands-parents. Tout à fait. Il faut quand même rappeler qu'en mars 2025, effectivement, ils ont été placés en garde à vue et ils sont ressortis libres faute de charge. Donc il faut quand même rappeler... Mais comme l'oncle et la tante à l'époque, comme Marthe et Maximin, qui sont du coup leurs enfants. Leurs enfants, exactement. Tout à fait. Et les grands-parents... parce que les grands-parents n'ont pas du tout l'âge de grands-parents. En fait, ils ont 50 il doit avoir une cinquantaine d'années, je pense. Ils ont mon âge, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça.